Oui. Vaste question. Je m'appelle Mathieu. Je suis un père, un mari. Je suis un manager dans le monde technique et également un manager artistique. Voilà. Et pour toi, parmi toutes ces fonctions, quelle est la fonction prioritaire? Quel est ton rôle prioritaire? Mon rôle prioritaire, c'est mon rôle de père Oui. Pourquoi? et de mari. Pourquoi? Parce que pour moi, le sens de la vie, c'est la famille. Dès le moment où on fait des enfants, c'est déjà pour transmettre aux enfants avant de se réaliser soi-même. D'accord. Donc on reviendra un peu sur son rôle de père vers la fin de l'interview. Donc vous restez avec nous jusqu'au bout parce que Mathieu aura plein de choses intéressantes à nous partager. Mais avant cela, est-ce que tu peux nous partager ton histoire avec Mayotte? Mon histoire avec Mayotte, donc je suis arrivé en 1996 à Mayotte, j'avais 10 ans. Je venais de France hexagonale. C'était un territoire qui était culturellement très différent. Et puis à 10 ans, on laisse derrière soi des amis, une famille, pour se retrouver dans l'inconnu. Donc c'était vraiment une expérience. J'ai eu du mal au début à m'accoutumer, à m'habituer. Et puis au bout d'un an, je voulais plus partir. On va dire que Mayotte m'a fait grandir, m'a éduqué. Et quand je parle de Mayotte, je parle de la communauté au sein d'un village. Puisque dans les années 90 à Mayotte, les enfants, c'était pas que les parents qui les éduquaient, c'était tout le monde dans le village, tous les adultes. Et voilà ce que ça m'a apporté des valeurs de travail, de persévérance, d'aller jusqu'au bout pour aller chercher, peu importe les projets ou la vie qu'on veut mener, c'est possible avec beaucoup de travail, avec de l'ambition, ne jamais lâcher. Alors, on a vécu beaucoup d'épisodes de joie et de camaraderie dans cette époque-là. Les années 90, on avait cours que le matin. Et tous les après-midi, généralement, on se retrouvait sur un terrain de sport pour faire du sport ou à la plage pour faire des boulets avec les amis. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de cohésion sociale. Et c'est comme ça que j'ai appris à aimer Mayotte et puis en même temps que j'ai appris à parler Shibushi, Kibushi. À comprendre le Shimaoré, je le parle beaucoup moins. Quand j'ai quitté Mayotte, c'était en 2001, j'étais adolescent. Je pense que quand je suis parti, j'étais devenu un Maori. Quand tu as quitté l'île pour retourner dans l'Hexagone, c'est ça? Tu étais Maori à 100%. Oui, puisque même dans ma tête, quand je pensais plus en français, mais je pensais en Kibushi. Ah, c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'à Mayotte, on parle de taux d'illettrisme, etc. Et que toi, tu as vécu le chemin en sens inverse. C'est-à-dire, notamment, la langue française, c'est la langue qui va être valorisée à l'école, etc. Et toi, tu as connu justement ce choc culturel, de langage aussi. Et comment tu l'as vécu et quelle est justement ta prise de recul par rapport au fait qu'aujourd'hui, le rapport que les enfants ont avec leur langue et avec la langue de Molière, finalement? Alors, on va dire qu'à l'époque, moi j'ai appris tout naturellement le Kibushi parce que j'habitais dans un village et que tous mes amis étaient du village et quand ils parlaient entre eux, je ne comprenais pas et donc j'avais pas le choix que de comprendre. Donc j'ai commencé à leur poser des questions sur le sens des mots et puis après essayer de les réutiliser et très rapidement, en 6 mois, je pouvais avoir des conversations en Kibushi. Et puis il faut aussi se rappeler que la grande majorité des grandes personnes ne parlaient pas français. Et même aujourd'hui, une bonne partie des grandes personnes à Mayotte qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas forcément français. Donc pour moi c'est devenu tout naturel en fait. Il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a pas eu de... Tu avais besoin de communiquer en fait. Voilà, j'avais besoin de m'intégrer, de communiquer. Oui. L'adolescence c'est une période charnière où on quitte la cellule familiale et on s'ouvre sur le monde extérieur et on se nourrit de beaucoup des amis par rapport on est un petit peu en opposition souvent avec les parents et donc c'était pour moi pas une obligation mais voilà, j'avais besoin de ça pour
pouvoir sortir de la cellule familiale. D'accord. Donc quand tu parles de nourriture, ben, j'aime bien ce terme parce que nourriture intellectuelle, évidemment, à travers la langue, à travers les leçons que tu as apprises avec les personnes que tu as côtoyées, qui ont fait partie de ta vie. Est-ce que tu as des anecdotes de personnes qui t'ont marqué justement dans l'enfance, à commencer par un ami en particulier, puis par un sage du village en particulier? J'ai pas d'anecdotes précises parce qu'en fait des anecdotes et des épisodes on en vivait tous les jours des différents et des marquants tous les jours. C'est ça qui fait que je pense notre force et qui fait que moi je sais qui je suis, d'où je viens. Et dans ce que je fais, je me donne à 100% et je me prends pas la tête. Parce que on a vécu tellement d'anecdotes différentes. Notre groupe d'amis de l'époque, c'est encore mes amis. Juste une anecdote, c'est que moi je suis rentré à Mayotte en 2017 pour venir mener des projets et entre guillemets rendre à Mayotte ce que Mayotte m'avait apporté dans mon enfance. Et ça a entraîné le retour au pays de 3 de mes amis d'enfance qui m'ont suivi quelques mois après. Quand ils ont su que je partais, ça c'est voilà, le hasard de la vie ou le destin, mais 3 m'ont suivi et maintenant il n'en reste que quelques-uns en France hexagonale et on se côtoie à nouveau et on est très proches. Donc le retour sur ton île a été très très important pour toi. C'est-à-dire que si on comprend bien, tu n'envisageais pas de rester dans l'Hexagone, quoi qu'il en soit, c'est ça? Que tu as toujours envisagé de revenir? Ou comment ça s'est fait? On va dire qu'une fois qu'on a vécu à Mayotte ou dans un autre pays qui a des valeurs et qu'on épouse et qu'on fait partie, la vie, on va dire en France hexagonale ou en Europe, elle est assez fade. Parce que en fait, la société est déjà construite avec des cases et tout est ordonné dans des cases. Et pour évoluer, il faut des décennies pour sortir d'une case et aller dans une autre. Surtout dans les pays francophones. Dans les pays anglophones, il y a une mentalité un petit peu différente. Donc, je pense que ça m'a donné le goût de voyager parce que mes parents m'ont aussi inculqué ça, de voyager, de découvrir, d'être ouvert d'esprit. Et le retour à Mayotte, c'était juste une opportunité de se réinstaller et de venir construire une maison sur le terrain familial de ma femme. Et finalement, c'est devenu un projet de vie. J'ai toujours considéré que Mayotte m'avait beaucoup apporté sur ma construction personnelle et que j'étais, entre guillemets, redevable. Donc rentrer, pour moi, c'était un moyen de redonner et du coup à d'autres gens, différemment, aux jeunes, ce que Mayotte, une partie de ce que Mayotte m'a apporté à moi dans mon enfance. Donc tu reviens, tu décides de t'installer, tu investis, tu t'investis aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais et qu'est-ce que ça apporte à notre jeunesse qui a besoin de personnes comme toi aussi engagées et déterminées? Alors moi, au niveau professionnel, j'ai 2 emplois. Donc je suis directeur jeunesse et sport dans une commune de Mayotte. Ce qu'on fait pour la jeunesse, c'est essayer de l'occuper, donc monter des animations, un maximum d'animations pour que les jeunes sachent quoi faire. Parce que l'oisiveté chez les jeunes, c'est ce qui provoque des problèmes. Avant, on avait une facilité à se définir dans le sport, dans les années 90-2000 à Mayotte. Maintenant, ça n'intéresse pas forcément les jeunes, ou pas tous. Et donc, ils ont besoin qu'on puisse créer différentes activités, loisirs. Donc, dans ce travail-là, je m'attache à créer des animations, des événements, que ce soit au niveau sportif, musical, insertion, j'en passe tout ce qui pourrait toucher un certain public de jeunes, les intéresser, les occuper et leur aider à construire leur projet personnel, leur projet de vie. Parce que derrière l'animation, c'est pas juste animer pour occuper, c'est nouer un contact avec les jeunes
et durablement pouvoir échanger et voir qu'est-ce qu'ils ont besoin et si on est en mesure de leur apporter, comment on peut les accompagner, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Que chaque personne peut apporter à l'autre. Ça, c'est une première partie. Et une deuxième partie, je suis manager d'une artiste à Mayotte et on essaye qui est Zili. Et on essaye d'exporter la culture mahoraise, de faire découvrir la culture mahoraise et les traditions aux jeunes, puisque Mayotte s'européanise. Et puis l'objectif, c'est qu'ils puissent connaître leur culture, leur musique, et que ça puisse s'exporter, parce que le Ngojo, c'est connu qu'à Mayotte. Et même dans les îles aux alentours, il y a assez peu d'artistes mahorais qui ont voyagé pour des projets artistiques. Donc c'est important de faire découvrir cette culture à l'extérieur, pour que Mayotte existe à l'extérieur, pour qu'après on puisse se recentrer chez nous sur notre culture. D'accord. Donc quand on dit faire découvrir les autres pays, notre culture à Mayotte, tu peux me donner d'exemples de pays que vous avez du coup compris avec l'équipe? Alors on est parti, oui, bien sûr, on est parti au Maroc, on est parti à Zanzibar, on est parti ici à La Réunion, on est parti aux Comores, à Madagascar, en France hexagonale, et puis on essaye de s'ouvrir sur d'autres pays, que ce soit sur l'Afrique de l'Ouest ou peut-être l'Amérique du Nord. Et si on revient à cette question de jeunesse, donc je reviens un peu, je recentre sur ton rôle de père, parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse a besoin justement de cette figure paternelle, de chef de famille, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une société très matriarcale, et peu d'hommes prennent la parole sur l'éducation des enfants. Donc, mesdames, messieurs, Mathieu est le premier de nos invités qui prend la parole sur l'importance de l'éducation des enfants. Et si j'ai bien compris, Mathieu, tu as une fille. Oui. Et quelle est ta vision par rapport à l'éducation que tu donnes à ta fille aujourd'hui? C'est difficile, on nous a éduqués dans les années 90, donc avec une certaine rigueur, un respect, des règles, mais aussi une confiance, on va dire. Donc on essaie moi j'essaie d'éduquer ma fille avec ces valeurs-là, d'être un peu moins rigoureux de ce que j'ai vécu, mais mon objectif de père, c'est de la rendre autonome. Aujourd'hui, elle a 8 ans, mais dès qu'elle est née, mon objectif, c'était de la rendre autonome. Suivant son âge et suivant les tâches à réaliser par rapport à son âge. Mon plus grand bonheur, ce serait que ma fille soit heureuse plus tard. Et c'est pas donné à tous les enfants, à tous les adultes, de trouver, on va dire, la voie, le chemin pour être heureux. Souvent, il y en a beaucoup qui sont dans des vies où ils regrettent, ils ont beaucoup de regrets, ils vont pas au bout de leurs ambitions, ils ont peur de prendre des risques, parce que dans la vie, pour atteindre ses projets, il faut prendre des risques. Il ne faut pas avoir peur de s'investir, d'échouer, parce que voilà, c'est ça aussi ce que j'apprends à ma fille, c'est d'échouer. De ne pas vouloir, à chaque fois qu'on échoue, tout effacer et repartir de zéro, mais de bien regarder et d'analyser quels sont les échecs et comment elle va faire pour s'en sortir à partir de cet échec. Que ce soit pour les devoirs, que ce soit pour le sport, que ce soit pour juste tomber parce qu'on a trébuché physiquement. Et de se dire, ben non, mon enfant il a tombé, oui, il a 6 mois, il a 1 an, il a 3 ans. Je vais le laisser se relever tout seul. Et après, je vais lui demander si ça va, qu'est-ce qu'il y a. Et non pas tout de suite agir pour le relever. Et du coup, affoler l'enfant qui va paniquer, alors qu'en fait, lui apprendre à se relever, c'est comme une métaphore. C'est la base, parce que là c'est un geste qui est très visuel, mais en fait dans la vie, on apprend comme ça. Est-ce que tu as déjà eu des jeunes en colère à gérer?
Oui, j'ai déjà eu des jeunes en colère à gérer, mais j'ai déjà eu le principal jeune en colère ou personne en colère à gérer, c'est moi-même. C'est-à-dire, comment tu fais pour gérer ta colère? Comment je fais pour gérer ma colère? Déjà l'exprimer, parce qu'on vit dans une société où on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'être en colère. Mais on a le droit d'être en colère. Et on a le droit de s'énerver. On n'a pas le droit d'être irrespectueux envers l'autre, d'insulter des personnes ou de maltraiter des personnes, mais on a le droit d'exprimer sa colère. Et comment on peut l'exprimer? Aujourd'hui, c'est un jeune, il est en colère. Tout de suite, tu le vois devant toi. Comment tu vas l'aider à exprimer sa colère? Comment tu vas faire? Et déjà, je vais lui donner un moyen de se défouler, qu'il soit physique ou intellectuel. C'est important, quand on a une colère, de l'exprimer et de passer cette étape-là pour après se dire, voilà, tu étais en colère, qu'est-ce qui t'a rendu en colère? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a des moyens d'agir dessus ou pas? Qu'est-ce que toi-même tu peux faire la prochaine fois dans cette situation-là? Et ça s'applique d'abord à moi avant de s'appliquer aux autres. Tu montres l'exemple. C'est pas que je montre l'exemple, c'est que on est tous humains et on a le droit de ne pas être parfait en fait. Voilà, et puis avant de donner des leçons aux autres, il faut balayer devant sa porte. J'adore cette philosophie de vie. On va finir l'interview dans quelques instants, mais j'aimerais vraiment me concentrer sur ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que notre jeunesse à Mayotte est en désespoir. Et moi, je les comprends. Je comprends ce que dit Mathieu, parce que récemment, j'ai publié un post qui parlait de ma colère, parce que parfois aussi, je suis en colère. Et je comprends quand il dit qu'il faut avoir un défouloir. Moi, mon défouloir, ce sont les mots, ce sont les vidéos que je fais. Et est-ce qu'il y a de l'espoir à Mayotte? Et quel espoir il y a pour notre jeunesse aujourd'hui qui est perdue, qui a besoin de savoir qu'il y a de l'espoir sur lequel s'agripper? Quel est l'espoir aujourd'hui à Mayotte pour notre jeunesse? Il y a plus d'espoir à Mayotte qu'en France hexagonale, pour tous les jeunes. Pourquoi? Il y a plus d'opportunités à Mayotte qu'en France hexagonale. À Mayotte, il y a tout à faire. Dans beaucoup de secteurs, que ce soit des domaines très administratifs, que ce soit des domaines artistiques, il y a beaucoup à faire. Moi-même, si je suis revenu à Mayotte, c'est pour bénéficier d'opportunités que jamais je pourrais bénéficier en France hexagonale. Aujourd'hui, j'occupe des postes, des fonctions et des loisirs que jamais j'aurais pu faire ces choses-là si j'étais resté en France. Mayotte est un territoire où il y a plein d'opportunités. Mais par contre, il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Moi, ce que je dirais aux jeunes, c'est lorsque vous avez une idée, un projet, allez jusqu'au bout. Que ça marche ou que ça ne marche pas. Parce qu'on n'est pas maître de tout. Peut-être que c'est pas la bonne idée, peut-être que c'est juste la bonne idée, mais que c'est la manière de la mettre en œuvre, c'est pas la bonne. Peut-être que c'est pas le bon moment, mais peut-être que tout ça est réuni et que tout va marcher et que ça va être une success story derrière. Moi, je vois en rentrant à Mayotte des camarades de classe qui étaient avec moi au collège de Msamamoji, au lycée de Sada, qui n'ont pas fait des études supérieures. Aujourd'hui, moi, je vois, c'est les chefs d'entreprise de Mayotte d'aujourd'hui. Parce qu'ils ont cru en eux, malgré que l'école leur a dit non, tu n'y arriveras jamais, c'est pas fait pour toi, vous allez échouer. Ils ont cru en eux, ils ont pris des risques, ils ont monté des entreprises. Et aujourd'hui, ils sont patrons d'entreprise, ils gèrent des salariés, ils ont des responsabilités. Et je pense que c'est le message le plus important à passer aux jeunes, c'est que peu importe le domaine, peu importe le projet, allez au bout de vos idées, donnez-vous les moyens à 100%. Si vous voulez changer de projet et partir dans un domaine, donnez-vous à 100%. On est des humains, on s'adapte. Les compétences, maintenant, on a accès à Internet. Les connaissances, on y a accès librement sur tout un tas de domaines techniques et artistiques, culturels. Tout est accessible. Mais après, il faut pratiquer. Et pour ça, il faut faire des erreurs. Il faut essayer. Et puis, moi, mon boulot en tant que manager, c'est de gérer les problèmes. C'est pas que tout aille bien. Mon boulot n'existe que parce qu'il y a des problèmes à gérer. Et c'est ce qui est intéressant dans mon travail.
et ça fait partie de la vie, j'imagine. Donc Mathieu a anticipé le message que j'allais lui demander de faire passer aux jeunes, à notre jeunesse mahoraise, à notre jeunesse tout court dans l'océan Indien. Et maintenant, on va lui donner l'honneur de pouvoir le faire en malgache. Ton message en malgache. Noro Zaza, Tisolu Madinki. Tisolu Madinki, Noro Fikira. Noro Tokshmanga Jitiad, Ata, Fikira, Ivaki Asanareu, Nga Jitiad, Simambela, Neka Mistuambo, Mana Kila Hasa Mistuambo. Noro Kazamambela Jitiad Nareu. Mana Maori Misi Asa Soif. B. Paka Ulumanga Jitiadi. Victimambela. Jitiad Mahazu Ore. Merci beaucoup Mathieu. Merci à toi.